partenaires et agents du service public. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20, toute l'actualité jusqu'à 20h. Dans les Alpes, la solidarité des employés de la firme Salomon en Haute-Savoie. 66 d'entre eux ont donné des jours de congé à l'un de leurs collègues pour qu'il puisse s'occuper de son enfant gravement malade. La mobilisation des avocats grenoblois pour venir en aide aux migrants. Ils organisent des permanences pour leur expliquer leurs droits en tant que réfugiés. Exemple à la tour Arpège de Saint-Martin-d'Air en Isère qui accueille 77 personnes. Et puis le premier volet de notre série sur les fromages de Savoie, avec ce soir la course aux appellations qui constitue un véritable label de qualité pour les producteurs, mais qui les oblige aussi à l'excellence. Carole Gessler vous présentera l'édition nationale tout à l'heure à 19h30. Deux titres à la une. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes peut désormais être évacuée à tout moment. La justice a donné son aval pour le démarrage des travaux. Les opposants veulent saisir le Conseil d'État. Sur place, la résistance s'organise. Et puis deux personnes, dont un collégien, sont toujours en état d'urgence absolue après un accident très violent ce matin près d'Arras. Une collision frontale entre un camion et un bus scolaire. La conductrice est décédée. Les circonstances de l'accident restent floues. Et pour commencer, dans les Alpes, ce bel élan de solidarité chez Salomon, la firme de matériel de ski et de sport basée à Épagny, en Haute-Savoie. Pour aider un collègue à accompagner son enfant gravement malade, des salariés ont fait don de leur jour de congé, un dispositif permis par la loi Matisse qui est entrée en vigueur en 2014. Marion Feutry, Yves Marilot. Souhaitez-vous donner un jour de congé pour aider un collègue? La question a été posée fin septembre à tous les salariés de Salomon. Le but, permettre à un employé de rester auprès de sa fille gravement malade. Et la solidarité a fonctionné. Quand un de tes camarades et tes collègues de travail fait face à ce genre de situation, il y a un effet miroir où on s'imagine nous devant les mêmes problèmes et forcément on arrive à pas se poser de questions. Si on peut faire quelque chose, on le fait et on ne réfléchit pas en fait. Le bénéficiaire, un père de famille anonyme, avait déjà éclusé tous ses jours de repos. La direction a donc eu recours au don de congé pour lui offrir 3 mois, soit 66 jours supplémentaires. On a fait un appel et à partir du moment où on l'a lancé, en 1 jour et demi, le quota était rempli. Des dons anonymes et sans contrepartie, rendus possibles par la loi Matisse, entrée en vigueur il y a 2 ans. Un bel exemple de solidarité dans une entreprise qui compte près de 900 salariés. Là, on trouve un cadre qui est très fort pour la personne, et c'est ça le plus important. Et l'entreprise, nous, ça nous permet d'avoir notre collaborateur. Alors, il n'est pas parti pendant 3 mois, il va gérer ça en temps partiel, donc il va être un peu absent, mais il est présent, donc il travaille à temps partiel et on le garde dans les effectifs en production de son travail au quotidien. Donc je crois qu'on a vraiment un programme qui est parfaitement équilibré et dans l'intérêt de tous. Un accord d'entreprise est à l'étude pour faciliter le don de congés à l'avenir et cultiver cet esprit de famille qui s'affiche ici comme une devise presque sacrée. Justice avec l'ouverture du procès en appel de l'affaire Véronèse aux assises de Grenoble. Lionel Véronèse, ce chambérien de 39 ans, garde du corps de profession, a été assassiné le 29 avril 2012 dans des circonstances encore mystérieuses. Jusqu'à vendredi, 2 personnes seront dans le box des accusés. Le rappel des faits avec Denis Vigneault-Duguay. C'est dans une voiture en marche que Lionel Véronèse est assassiné le soir du 29 avril 2012 à Chambéry. Mais son corps est retrouvé le lendemain carbonisé à Carry-le-Rouet dans les Bouches-du-Rhône. Lors du procès, 3 personnes comparaissent dans le box. Michael Boff, un artisan électricien, Philippe Perrier, viticulteur, et l'ex-épouse de celui-ci, Nathalie Michelier, aide-soignante mais aussi maîtresse de la victime. Les 2 hommes se trouvaient dans la voiture au moment du meurtre et l'un et l'autre se sont accusés mutuellement d'être le tireur. Mais c'est ensemble qu'ils transportent le corps dans le sud de la France avant de le brûler. En mars 2015, la cour d'assises de Savoie a condamné Nathalie Michelier à 20 ans de réclusion pour assassinat et Michael Boff à 8 ans pour complicité d'assassinat. Tous 2 ont fait appel de ce verdict. Poursuivi pour les délits de recel de cadavres et dissimulation de preuves, Philippe Perrier avait été condamné à la peine maximale de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, peine exécutée. C'est donc en simple témoin qu'il assistera au procès d'appel dont le verdict est attendu vendredi.
Et en Isère toujours, les avocats de Grenoble se mobilisent pour venir en aide aux migrants. Depuis hier, ils organisent des permanences pour les 77 réfugiés accueillis à la Tour Arpège de Saint-Martin-d'Air. Ils leur expliquent quels sont leurs droits en matière d'asile ou de santé. Le reportage de Damien Borelli et Dominique Bourget. Abdallah Osman est soudanais. Comme beaucoup de ses compatriotes, il a fui la guerre du Darfour qui sévit depuis 13 ans dans l'ouest Soudan. La traversée périlleuse depuis la Libye vers l'Europe, l'arrivée en Italie puis la France. Hébergé depuis 2 semaines à l'Arpège, il est venu exposer sa situation à la permanence juridique improvisée dans la résidence. Un dialogue facilité par la présence d'une interprète arabophone. J'ai exposé ma situation, mon envie de m'établir en France. L'avocate m'a longuement écouté, elle m'a réexpliqué mes droits, la procédure de Dublin, même si elle n'a pas le pouvoir de décider. Comme 25 de ses confrères du barreau de Grenoble, Florence Duvergier s'est portée volontaire pour assurer ces 2 heures de permanence gratuite. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'informations sur la teneur de leur procédure, de est-ce qu'ils ont le droit de demander l'asile, est-ce qu'ils n'ont pas le droit, est-ce qu'ils doivent être renvoyés en Italie ou pas. Et tout ça, il faut qu'on leur explique parce que les informations, manifestement, ne passent pas très bien. Nous, on a du mal déjà à cause de la barrière de la langue, mais manifestement, ils n'ont pas beaucoup d'informations. Les avocats grenoblois sont les premiers depuis le démantèlement de la jungle de Calais à proposer cette solidarité juridique. Une façon d'accompagner ces 77 réfugiés, la plupart déboussolés. Ils sont perdus dans toutes ces procédures extrêmement compliquées. Il se trouve qu'on a quelques compétences pour essayer de les aider et on peut aussi contribuer à ce que cette opération dite humanitaire par le gouvernement ne soit pas un piège, mais soit effectivement quelque chose de positif et que ces personnes-là puissent obtenir des papiers et poursuivre un parcours d'intégration en France. C'est ce que tout le monde veut. Hébergés sur le campus jusqu'en avril, ces demandeurs d'asile, la plupart africains et afghans, vont bénéficier des permanences juridiques jusqu'en décembre, mais aussi de cours de français dans les prochains jours. En Haute-Savoie, la brigade de Chamonix a opéré une saisie record d'articles de contrefaçon au mois d'octobre avec 225 000 articles saisis au tunnel du Mont-Blanc. C'est la plus grosse prise effectuée au plan national sur le réseau routier en 2016. Reportage complet à voir sur notre site France 3 Alpes. Le point maintenant sur la circulation dans les gorges de l'Arly à quelques semaines du début des vacances de Noël. Le chantier consécutif aux inondations de 2015 se poursuit et il subit sans cesse les aléas de la météo avec des galères en série pour les ouvriers. Un chantier qui avance tant bien que mal. Bernard Portugal, Jérôme Ducrot. L'image est impressionnante, un écoulement de boue et de pierre quasi permanent. Depuis les fortes pluies de ces derniers jours, le glissement de terrain a repris sur cette falaise située à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la chaussée. Une instabilité qui perturbe le chantier en cours depuis plusieurs semaines pour créer une deuxième voie de circulation dans ce secteur des gorges de l'Arly. Notre premier travail, ça a été de protéger la circulation, donc c'est l'objet de ce mur en bloc béton qui a été positionné, ainsi que du grand filet. On a mis un grand filet pour protéger vis-à-vis des chutes de pierre. Et là, on est en train de mettre la route à 2 voies de circulation pour permettre le trafic hivernal de circuler sans difficulté. Un peu plus haut dans les gorges, un autre chantier continue. Il dure depuis plusieurs mois. Des dizaines de rotations de camions chaque jour et des pelleteuses pour acheminer et installer sur place 100 000 tonnes de roches. L'objectif, sécuriser ce secteur particulièrement touché par des inondations et une coulée de boue en 2015. On travaille maintenant dans le lit de la rivière afin de réaliser un ouvrage qu'on peut distinguer derrière, un ouvrage en enrochement qui permet de stabiliser le lit de la rivière et de casser les vitesses d'écoulement dans ce secteur pour avoir une zone d'expansion de l'Arly qui permette de stocker les matériaux issus des glissements de terrain qui sont à l'amont. Ce matin, un accident est survenu sur le chantier. Cette pelleteuse a fait une chute de plusieurs mètres dans la rivière. Son conducteur a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Quant à la route des gorges, si les conditions de sécurité le permettent, elle pourrait être fermée dans les jours à venir pour une durée de 3 semaines. C'est aujourd'hui la journée mondiale du diabète. Cette maladie caractérisée par un excès de sucre dans le sang est l'une des premières causes de mortalité dans le monde. Elle est due à des facteurs génétiques mais aussi à l'alimentation et à la sédentarité. Fort heureusement, sa prise en charge s'améliore. Xavier Schmitt, Cédric Picot.
Le test est rapide. L'analyse d'une goutte de sang donne le taux de glycémie, le taux de sucre dans le sang. À partir de 1,26 g, attention au diabète. Souvent, la maladie progresse sournoisement et ne se déclare qu'après plusieurs années. Ce patient de 94 ans n'a découvert son diabète qu'à 65 ans. Mon docteur m'a fait un bilan et a découvert que j'étais diabétique. Le médecin m'a envoyé à Vittel pour faire une cure. Ça m'a fait maigrir un petit peu, mais enfin, le diabète était là et puis il est resté, quoi. Quand on s'aperçoit qu'on a un problème à un pied, ou la vision baisse, ou rénale, ça touche beaucoup de choses. Au niveau nerveux aussi, les terminaisons nerveuses des pieds, ça donne la neuropathie diabétique. On essaye avec le dépistage de ne pas en arriver là. La prise en charge des deux principaux types de diabète s'améliore. Des médicaments agissent sur l'insuline, l'hormone qui régule le glucose. Progrès aussi avec la mise au point d'un pancréas électronique. Des éléments miniaturisés et connectés combinent le taux de glycémie et l'injection de la dose d'insuline. La plupart des patients ont toujours cette inquiétude de savoir si, en fonction de l'alimentation ou de l'activité physique, si la dose d'insuline va être adaptée aux vrais besoins. Eh bien, le pancréas artificiel a comme objectif de dégager le patient de cette contrainte. C'est l'ordinateur qui fait le travail à sa place. Le diabète a des causes héréditaires, mais aussi sociétales, la sédentarité et la malbouffe. Les traitements intègrent la diététique et beaucoup d'activités physiques. 52 semaines par an, quelle que soit la météo, quel que soit le calendrier, nos séances de marche active et de rando montagne fonctionnent. Le pancréas artificiel, testé depuis 5 ans dans une dizaine de CHU, devrait commencer à être prescrit fin 2017. Est-ce que tu as un jeune ? Et après 10 jours d'ouverture au public, la Foire Expo de Grenoble vient de refermer ses portes. Les 5 années de disette semblent s'éloigner. La tendance observée l'an passé s'est confirmée cette année avec un premier bilan plutôt positif et plus de 100 000 visiteurs. Anne Ediard, Gilles Ragri. La journée n'est pas encore terminée et certains plient déjà bagages, fatigués par 10 jours de foire ou bien tout simplement déjà comblés. J'ai très bien travaillé. Voilà, je suis content de ma foire. Sans vous mentir, il doit me rester encore 7 poils, c'est pas plus, c'est fini. Aïe. Le dernier jour de foire, il y a moins de monde dans les allées, mais il est toujours temps de faire des affaires. On est venu voir pour un petit peu au niveau des fenêtres et des radiateurs. Un dernier jour de foire, on pense faire des affaires ? Éventuellement, pourquoi pas, oui. Oui, mais après, c'est pas fin de foire, c'est tout moins cher. Hein. Donc on va en profiter ? Ouais, on sait, on va en profiter. Oui, bien sûr, c'est une journée d'affaires. C'est la dernière journée, justement, on peut se permettre de pouvoir aller un peu plus loin avec la clientèle parce que c'est une journée, justement, où on doit faire des affaires. Le dernier jour de foire, c'est traditionnellement comme ça. On fait plus de promos alors ? On fait plus de promos le dernier jour, effectivement. Et le dernier jour de foire, c'est aussi l'heure d'un premier bilan. Il semble plutôt bon cette année. Nous avons dépassé les 100 000 visiteurs aujourd'hui. Donc par rapport à l'an dernier, on continue le renouveau de la foire après une chute qui avait duré près de 5 ans. On avait les halls qui étaient à moitié vides, on avait même des barrières au niveau de des exposants. Donc aujourd'hui on retrouve un peu le dynamisme de la foire de Grenoble, la vraie foire de Grenoble qu'on a connue au départ, quoi. Si nous tenons les chiffres l'année prochaine et les années suivantes tels que nous venons de les tenir cette année, nous allons revenir. Si la foire de Grenoble ferme ses portes ce soir, elle n'est pas pour autant complètement terminée. Certains commerçants vont profiter des retombées encore plusieurs mois. Nous ouvrons ce soir le premier volet de notre série sur les fromages de Savoie, une série consacrée à la rencontre d'hommes et de femmes qui se sont lancés dans la fabrication de fromages protégés par un label, les fameuses appellations qui leur garantissent un prix de vente correct mais qui doivent aussi correspondre à des critères très stricts de qualité. Claudine Longhi-Bernard et Christian Mathieu. Les Savoies sont un merveilleux plateau de fromage. 7 d'entre eux sont estampillés AOP ou IGP, c'est-à-dire appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée. C'est un label de qualité qui récompense et qui protège ces fromages de caractère fabriqués dans le respect des traditions ancestrales.
C'est la fin du jour. Les 180 tarines de Pierre Pocard rentrent pour la traite. Depuis 2006, à Pézénan-Croix, les familles Pocard-Escalia font vivre le GAEC alpin qui produit le lait pour le Beaufort et fabrique ce fromage qui a été un des premiers à décrocher l'AOP, l'appellation d'origine protégée. L'AOP, ça demande surtout beaucoup de rigueur, parce qu'on est dans du fromage haut de gamme. Et en fait, l'appellation d'origine protégée sert non seulement à protéger les producteurs de lait, c'est-à-dire à leur garantir un revenu, à pouvoir investir, comme vous voyez aujourd'hui dans le bâtiment du GAEC ici, et surtout aussi à garantir un produit pour le consommateur. Et l'IGP, en fait, vous aurez donc une zone géographique qui est aussi nécessaire et obligatoire pour l'AOP, mais après, ça ira beaucoup moins loin dans la race des vaches, dans l'alimentation des animaux. Il y a des contraintes qui sont moins lourdes, parce qu'en fait, ça permet souvent de produire un produit qui peut être fait dans une plus grande dimension. D'Albertville jusqu'à la frontière italienne, plus précisément en Maurienne, Tarentaise, Beaufortin et dans une partie du Val d'Arly, on compte près de 600 producteurs de lait pour 5000 tonnes de Beaufort produites par an. Une production qui passe presque toujours par une coopérative et ce travail collectif fait aussi la force et la qualité de ce fromage qui se décline en 3 variétés. Vous avez le Beaufort, communément appelé Beaufort, qui est fait du 1er novembre au 31 mai, il est souvent appelé Beaufort d'hiver. Vous avez le Beaufort d'été qui est fait du 1er juin jusqu'au 31 octobre, qui est souvent du lait de troupeaux mélangés quand les animaux mangent de l'herbe, soit dans les alpages, soit dans les vallées. Et puis vous avez le Beaufort chalet d'alpage qui représente plus qu'à peu près 8% de la production, mais qui est transformé encore à l'alpage dans les chalets en pierre, à plus de 1500 mètres d'altitude, avec le lait issu d'un seul troupeau et à l'issue de chaque traite. Le caractéristique du Beaufort, c'est une attaque en bouche qui est assez ferme et un fondant qui vous vient par la suite. Et là derrière, vous aurez des goûts de noisettes, de citron, de violette, de gentiane. Enfin après, on peut un petit peu imaginer plein de choses. À Thônes, et depuis 35 ans, Jean Vuillet a transformé la ferme de ses grands-parents. Sur 15 hectares de vallée et avec 3 associés, le GAEC La Marjolaine n'élève plus des vaches mais une centaine de chèvres pour produire 2 tonnes par an d'un fromage unique en son genre, le chevretin. Mais pour prétendre au label AOP, Jean a choisi essentiellement une race de chèvres en accord avec le cahier des charges, l'alpine. Les alpines, c'est une capacité à valoriser un territoire difficile. Donc c'est une adaptation à un milieu qui est accidenté, une végétation qui est particulière, un climat aussi, puisqu'on est quand même dans les Alpes du Nord avec un climat assez pluvieux. Donc tous ces éléments conduisent à privilégier cette race. Il n'empêche qu'avoir une pratique de pâturage, ça ne suffit pas. Il faut aussi être attentif à la manière dont on travaille en fromagerie. Et ça, c'est un savoir-faire qui nous a été transmis par les anciens qui avaient moins de moyens que nous pour faire du fromage. Et aujourd'hui, on a souhaité, dans le cadre de notre cahier des charges, respecter ces anciennes pratiques pour permettre une expression de la typicité de nos fromages. Le chevretin se singularise en effet par sa douceur et l'onctuosité de sa pâte, très originale pour un fromage de chèvre. Il est produit dans les montagnes de Haute-Savoie et dans le massif des Bauges. Comme le Beaufort, c'est un fromage au lait cru, une autre particularité des fromages AOP et IGP des Savoies. Je vous invite maintenant à découvrir en avant-première des images exceptionnelles des 18e rencontres Ciné-Montagne qui commencent demain au Palais des Sports de Grenoble. La cuvée 2016 est absolument placée sous le signe de l'alpinisme et des expéditions avec du Groenland à la Patagonie en passant par la Birmanie, des aventures humaines passionnantes et, comme à chaque fois, des images époustouflantes. Jean-Christophe Pain et Vincent Abran. On part de la Corse, on va jusqu'à la Slovénie, donc on a un point de départ, on a un point d'arrivée. Parapente, escalade, alpinisme, spéléo, base jump, tous les plaisirs sont permis au festival Ciné-Montagne. Cette année, 21 films, 11 avant-premières, des images à couper le souffle. Bon, ben voilà, hein. Il y a des images sensationnelles, je pense à Backyard Project,
un film de ski avec Sam Fabré et Julien Herry, où là c'est des images fantastiques de glisse. Donc avec l'utilisation du drone, voilà, toutes ces nouvelles techniques qui permettent d'avoir de nouveaux angles de vue et de donner de super belles images. De la belle image, mais pas seulement. Ces films racontent d'abord des histoires d'hommes. Il y a des films d'expé, je pense à Ligne, où en fait ils partent pas. Au début ils partent sur le même objectif, puis ça s'avère que l'objectif qu'ils voulaient faire n'est pas en condition. Et là il y a une dispute, chose qu'on voit pas. Et souvent les expés c'est ça, chose qui est rarement filmée. Pas au bout du rouleau, mais pas loin, toi. Tu vois, moi j'attends cet expé depuis 6 mois, je m'entraîne. Je suis investi, c'est important pour moi. Ciné-Montagne propose aussi des après-midi plus scientifiques. Vous pourrez rencontrer des chercheurs, hydrologues, géographes, vulcanologues. Ciné-Montagne jusqu'au 19 novembre au Palais des Sports. Le grand voyage en classe, tout confort. Et ce soir, si vous levez les yeux au ciel et si la météo le permet, vous constaterez un phénomène astronomique rarissime. La Lune sera à la fois plus proche et plus lumineuse qu'elle ne l'a jamais été depuis 1948. C'est ce qu'on appelle la super pleine Lune, l'occasion aussi de raviver certaines superstitions. Reportage en Haute-Loire, Gérard Rivolier, Élodie Monnier. On pourrait presque la toucher du bout du doigt cette nuit. Presque, puisque la Lune ne sera qu'à 356 509 km de la Terre en début de soirée. Aussi près, cela ne s'était pas produit depuis 1948. Conséquence, elle paraîtra plus grosse et plus lumineuse. À l'Observatoire du Betz, pas de rendez-vous ce soir, mais on connaît bien ce phénomène de périgée. Rien ne tourne rond, hein. La Terre, tout tourne sur des ellipses et la Lune aussi tourne autour de la Terre sur une ellipse. Ce qui fait que lorsqu'elle elle se déplace sur cette ellipse, elle est toujours à une distance différente de la veille. Et donc, elle est parfois très très loin et des fois elle est très très près. Et bien ce qui va se passer ce soir, c'est qu'elle va être au plus près de l'année. Cette nuit, certains ne dormiront peut-être pas bien car la pleine Lune a toujours été source de superstitions. Et pas seulement pour les jardiniers. Ainsi, dans ce musée des croyances populaires, on relate plusieurs histoires de méchants loups-garous. Pour se transformer en loup-garou, il faut dessiner 2 cercles de pierre sur le sol, une nuit de pleine lune bien sûr, et allumer un feu au centre du plus petit. Des superstitions parfois tenaces. On pense que cette pleine lune va favoriser les accouchements, qu'il y aura beaucoup plus d'accouchements une nuit de pleine lune. Ou alors on pense que ça favorise aussi beaucoup la violence. Ce sont des croyances qui sont tellement ancrées qu'aujourd'hui encore, pour les commissariats ou les sages-femmes vont être beaucoup plus en alerte ou beaucoup plus sur leur garde une nuit de pleine lune. Toujours est-il que l'observation de cette super lune XXL pourra se faire sans danger à l'œil nu cette nuit, à condition bien sûr que le ciel se dégage, mais ce n'est pas gagné. Dans un instant, les prévisions météo, puis l'édition nationale de Carole Gessler. Demain midi, vous retrouverez Pauline Allo pour le Journal des Alpes de la mi-journée. Je vous retrouve avec grand plaisir demain soir, 19h, pour un autre Journal des Alpes. Super bonne pleine lune à vous. À demain.